Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de stablecoin. Là, l'idée, c'est d'échanger avec Thibaut sur qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement considérer comme un bon stablecoin, qu'est-ce qu'on aimerait voir peut-être dans le marché qui n'existe pas forcément encore, et qu'est-ce qu'on peut privilégier aussi pour éventuellement stocker de la plus-value. Parce que comme vous le savez sûrement, les stablecoins, c'est quand même une pierre angulaire de l'écosystème crypto qui permet d'une certaine manière de rentrer dans l'écosystème, de préserver de la plus-value, de stocker pas mal d'argent sous cette forme-là, et du coup voir quel stablecoin on pourrait privilégier. Est-ce que ça serait un panier, ou est-ce qu'il y en a un qui mériterait qu'on s'intéresse un peu plus que les autres? Et du coup, c'est le but de cette vidéo. Voilà, donc on va échanger. On va échanger là-dessus. Peut-être faire comme introduction, comme vous le savez sûrement, il y a les stablecoins centralisés, donc ils sont émis par une entité centralisée, une entreprise, hein, comme par exemple Tether, et qui pour le coup est backé, qui est avec des actifs, ça, souvent c'est de l'argent ou du cash ou des obligations d'État ou même de la crypto. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'ils ont dans leur réserve, mais dans tous les cas, ils sont censés assurer une parité entre ce qu'ils ont en réserve et l'émission de leurs jetons. Et de l'autre côté, il y a les stablecoins dits algorithmiques ou décentralisés, ou qui marchent soit par arbitrage de marché avec émission d'un token, hein, un peu comme Terra Luna, si vous avez suivi l'histoire, qui montrait leurs limites, ou alors les stablecoins qui sont collatéralisés, à chaque fois j'ai du mal, et où là, théoriquement, vous mettez un actif, une crypto-monnaie, très souvent, sous séquestre, avec un ratio de surcollatéralisation, et du coup, vous allez pouvoir récupérer des stablecoins avec votre votre actif sous séquestre qui garantit le prêt et qui sera liquidé en cas de baisse. Donc, c'est un peu les deux types de stablecoin, grosso modo, qui existent. Et du coup, c'était pour, voilà, encore une fois, échanger avec Thibaut sur ce qu'on pourrait privilégier. Et au vu aussi de ce qui s'est passé l'année dernière, il y a eu pas mal de rebondissements dans ce milieu-là aussi, et voir comment on envisage le futur. Donc après, moi, pour commencer un petit peu, c'est vrai que du coup, au tout début du cycle précédent, donc en 2020, 2021, ça faisait partie de ma stratégie de sortie, hein, où je m'étais intéressé tout du moins à me dire, mais si je récupère de la plus-value, s'il se passe tel événement, que je sors de l'argent, je sortirai en stablecoin. Notamment, bon, après, ça dépend d'où vous êtes géographiquement, mais c'est vrai qu'en France, pour l'instant, ça pourra peut-être changer, mais il n'y a pas de plus-value quand vous passez de crypto à stablecoin. Donc, ça, c'est déjà un point intéressant pour, au niveau fiscal. Et du coup, il se pose la question, mais sous quelle forme ou dans quel stablecoin j'ai investi, mais je pas j'investis entre guillemets, mais contre quel stablecoin je souhaite mes cryptos pour conserver cette plus-value que j'ai fait. Et c'est vrai, du coup, on peut se demander si on est dans le côté décentralisation, je vais pas aller vers un stablecoin centralisé parce que l'entreprise peut geler mes fonds, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont en réserve, parce que c'est vrai qu'ils ont un certain contrôle sur cet argent, et que même si on l'a sur notre toilette bien au chaud, ils peuvent quand même avoir un droit, enfin, y accès, le bloquer, le geler, faire enfin, pas mal d'actions qui vont un petit peu à l'encontre des principes idéologiques de la crypto-monnaie. Et de l'autre côté, il y a tous les stablecoins algorithmiques avec les défauts qui ont été montrés au grand jour, notamment ceux qui sont basés sur de l'arbitrage comme Terra Luna, mais il y en a d'autres aussi qui sont tombés dans cette faille-là où il y a la spirale de la DES, et du coup, il y a un dépeg, une décorrélation du stablecoin avec le cours réel du dollar, hein, même s'il y a stablecoin, tu me corrigeras, mais le ROC, non, de Circle qui est basé sur l'euro. Ça ne dit rien. Celui de l'euro, non, ça me dit rien. Je sais qu'ils en sortent des nouveaux, justement, parce qu'à la plupart du temps, on a des stablecoins qui sont plutôt basés sur le dollar. Enfin, en tout cas, c'est exprimé par rapport au dollar. Je sais il y en a plusieurs qui commencent à travailler. Il y en a déjà qui sont sortis sur le yuan, sur l'euro, sur la livre sterling, etc. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Et tu avais oublié d'évoquer aussi un autre stablecoin. C'est tous ceux qui sont backés, en tout cas, par des actifs réels. Par exemple, tu as Paxos Gold qui, derrière, émettent un Ouais. stablecoin par rapport aux onces d'or qu'ils ont dans leur coffre. C'est-à-dire que voilà, on va avoir par exemple un Paxos Gold, c'est censé représenter une once d'or. Donc pour tous ceux qui se disent, bah, j'ai pas forcément envie de sortir sur des stablecoins exprimés en dollars parce que pour toutes les problématiques liées à l'inflation de ce qu'on a déjà évoqué, il y en a qui préfèrent aller justement sur des stablecoins
qui sont qui tokenisent en fait d'une certaine manière les actifs financiers. C'est un peu les security tokens pour le coup. Bon, ça ajoute d'autres contraintes aussi, hein, le risque de contrepartie et tout ce qu'on évoquera dans cette vidéo. En tout cas, il y a des alternatives qui commencent à exister et je pense qu'on a vu les limites de certains stablecoins, notamment l'UST et puis le cas de certains stablecoins algorithmiques et on commence à voir l'émergence d'autres nouvelles possibilités, quoi. Du coup, j'étais en train de regarder, juste pour être précis, effectivement, c'est Circle, donc l'entreprise qui émet les USDC, donc le deuxième stablecoin le plus utilisé, qui a lancé le ROC, donc qui est un stablecoin basé sur l'euro qui est peg à l'euro. Voilà, c'est juste pour être clair. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des nouveaux types de stablecoins, comme tu l'as dit, comme Paxos Gold, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins utilisés. Voilà, ils n'ont pas la même amplitude, on va dire, et les mêmes montants émis que ce qui peut être par exemple sur le Tether et l'USDC. Et c'est vrai que du coup, moi actuellement, j'ai un peu de doute. Hein. Je me pose pas mal de questions par rapport à quel serait un panier de stablecoin idéal, parce que je pense que comme tu l'as dit, d'un côté comme de l'autre, il n'y en a aucun qui est parfait. Hein. Soit on a l'aspect peut-être un peu plus décentralisé, mais il y a peut-être l'aspect liquidité et on pourrait peut-être évoquer aussi le fait, voilà, la collatéralisation de DAI, à partir de quoi elle est faite. D'un autre côté, il y a les stablecoins centralisés, où là, bon, mais il y a beaucoup de liquidités. Tu as une entreprise derrière qui peuvent, du coup, bon, mais voilà, éventuellement arrêter un piratage, mais qui peuvent aussi être soumis à des volontés d'État, donc bloqués. On l'a vu notamment lors des piratages qui sont faits sur les bridges ou les pools de liquidités qui ont été vidés. Au cours des 2-3 dernières années, ça a été un peu dans le domaine de la DeFi, ça a été vraiment un truc de fou, quoi. Il y a plein de pools qui sont fait vider. Et dans pas mal de cas, il y a les entreprises, quand elles ont pu réagir à temps, et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, où elles ont été freeze, elles ont été gelées directement, les stablecoins qui avaient été retirés dans les portefeuilles du hacker avant qu'ils puissent les mixer, avant qu'ils puissent les faire perdre la trace. Quoi. Ouais, voilà, brouiller les pistes dans tous les cas. Et du coup, ça pose des questions parce qu'on se dit, bon, d'un côté, oui, c'est très bien, ils ont cette possibilité de limiter les piratages, mais de l'autre côté, on se dit, bon, là, c'est les hackers, mais dans le futur, qu'est-ce qui les empêche, sous pression ou par action propre, d'aller geler les portefeuilles alors qu'on n'a rien fait, juste parce qu'ils considèrent. Je pense notamment à ce qui s'est passé aussi avec Tornado Cash, parce qu'on a utilisé sur cette adresse où on a envoyé un tout petit peu vers un protocole décentralisé ou une plateforme ou un contrat ou je ne sais quoi que les autorités ou l'entreprise considèrent qui n'est pas conforme à ces politiques d'utilisation ou je ne sais quoi, qu'on se fasse bloquer, limiter les transferts. Et du coup, il y a cet aspect décentralisation qui est un peu galvaudé, qui est un peu mis en péril. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les stablecoins algorithmiques, on se dit, théoriquement, c'est décentralisé. Par contre, il peut y avoir une spirale de la des spirales. Et du coup, cet aspect sécuritaire du stablecoin et de conservation des plus-values, et du coup, se retirer du marché à un certain moment ou conserver du capital de manière, entre guillemets, plus sûre. Et du coup, il est aussi mis en danger par ce côté qu'on n'est pas sûr que le système garantisse la durabilité de l'échange, enfin avec l'actif sous-jacent, que ce soit du dollar, de l'euro ou la devise ou la fiat que vous voulez. Donc du coup, est-ce que ça serait un mix entre des centralisés, tu vois, 30% sur Tether, 30% sur l'USDC et 30% sur du DAI, et pourquoi pas un peu de Paxos Gold, ou comment tu t'envisages le truc, toi, pour l'instant? Comme tu l'as dit, comme tu l'as dit au début, de toute façon, tu auras toujours des inconvénients sur tous les stablecoins. Aujourd'hui, tu n'en as pas un qui va répondre à toutes les obligations. Bon, il y a des critères sur lesquels je suis vigilant. Déjà, l'historique du stablecoin. Si c'est un stablecoin qui est là depuis 6 mois, qui n'a pas connu de bear market ou de période, on va dire, compliquée, que ce soit en termes d'euphorie ou même vraiment gros bear market, en général, je ne l'utilise pas parce qu'on n'a pas un recul suffisant. Après, comme tu l'as dit, il y a la liquidité. Tu peux avoir un stablecoin qui, sur le papier, est très bien, qui peut avoir un historique, mais si tu as trop peu de liquidité, moi, ça ne m'intéresse pas non plus forcément. Donc, il y a l'historique, il y a la liquidité, il y a le côté risque de contrepartie. Et souvent, quand on est sur des stablecoins qui vont avoir le plus d'historique, on va être sur les stablecoins centralisés. Pour le coup, le type le plus vieux aujourd'hui, c'est l'USDT.
Et malgré tous les problèmes qu'il y a pu avoir avec l'USDT, alors la boîte qui est censée garantir l'USDT, c'est Bitfinex derrière. Et eux, ils sont censés avoir dans leur coffre le montant en dollars nécessaire pour le nombre d'USDT qu'ils ont mis en circulation pour maintenir cette parité de 1 pour 1. Donc pendant longtemps, il y a eu un gros FUD sur il n'y aurait que 60% de fonds, on va dire, pour sécuriser le montant qu'ils ont mis en circulation en USDT. Il y a eu plusieurs audits, il y a eu plusieurs allers-retours avec des avocats et aujourd'hui, ça semble s'être plutôt résorbé. Mais tu vois, malgré tout le FUD, malgré tout ce qui se passe, aujourd'hui, bah, c'est reste le stablecoin le plus utilisé, celui qui a la plus forte liquidité, qui a le plus fort historique. Donc, mine de rien, tu vois, il y a toujours l'équilibre entre le risque que je veux prendre et puis la sécurité que je vais aller chercher. Le deuxième plus utilisé, c'est notamment l'USDC. De plus en plus, qui rattrape l'USDC, ça va être le BUSD de Binance. Mais l'USDC, ça va être c'est Circle, donc c'est une sous-filiale de Goldman Sachs. Derrière, donc ça reste des grandes banques. Et le système de fonctionnement, c'est un peu le même principe que celui qu'on a sur Bitfinex. Donc, ils ont émis, je sais pas, imagine 10 millions d'USDC, ils sont censés avoir 10 millions en dollars directs dans leur coffre pour permettre cette parité de 1 pour 1. Le problème avec ça, c'est que si cette boîte fait faillite, si demain, en effet, il y a un contexte réglementaire qui change ou si on utilise un protocole qui était autorisé autrefois mais qui ne devient plus autorisé, on peut décider d'une manière ou d'une autre de geler nos fonds, même si on a nos crypto-monnaies sur notre portefeuille à froid type Ledger ou Trésor. Donc ça pose tout un tas de questions. Les stablecoins algorithmiques, aujourd'hui, je pense qu'on est trop à un état expérimental et aujourd'hui, je ne placerai pas des sommes significatives là-dessus. Pourquoi pas en essayer, pourquoi pas faire des tests sur de la DeFi, peut-être sur des nouveaux qui pourraient arriver. En tout cas, je sais que si c'est pour stocker sur du long terme, ou jouer un peu plus l'aspect sécurité, je ferai un panier de stablecoin. Peut-être, par exemple, certains de chez Paxos Gold. J'aurai une partie en BUSD, j'aurai une partie en USDC. J'éviterai l'USDT, mais de rien, parce que je n'aime pas ce stablecoin. Mais j'en aurai quand même une partie, parce que c'est là où toutes les paires d'échanges aujourd'hui fonctionnent presque exclusivement avec de l'USDT. Tu en as de plus en plus avec l'USDC, mais tu vois, typiquement sur Binance, aujourd'hui, tu ne peux plus avoir d'USDC, ils le transforment automatiquement en BUSD. Donc voilà, ça peut poser des problèmes avec certaines paires d'échanges. Donc avoir de l'USDT, pourquoi pas, mais je sais que si j'ai le choix, je vais éviter. Et aujourd'hui, la majorité des stablecoins que j'ai, c'est plutôt sur du DAI. Néanmoins, il y a des gros problèmes aussi avec le DAI. Oui, on est sur une surcollatéralisation sur du DAI, et je pense que c'est là où on doit aller chercher les nouvelles possibilités, en tout cas de stablecoin. Typiquement, je sais que Curve Finance, qui est l'un des protocoles DeFi les plus utilisés aujourd'hui, sont en train de travailler sur un nouveau stablecoin surcollatéralisé un peu de la même manière que DAI, donc qui fonctionnerait avec des contrats intelligents tout en évitant au maximum le risque de contrepartie. Néanmoins, le problème qu'on a sur ce genre de stablecoin, c'est que la plupart du temps, par exemple pour le cas de DAI, c'est que 60% aujourd'hui de la collatéralisation qu'on a pour du DAI qui fonctionne avec MakerDAO, c'est sur de l'USDT et de l'USDC. Donc, est-ce qu'on considère que DAI est suffisamment décentralisé alors que 60% de sa collatéralisation provient de l'USDT et de l'USDC? Je ne suis pas convaincu. Enfin, si demain, Circle dit, bon, bah voilà, nous, on trouve que le DAI nous fait trop de compétition par rapport à notre stablecoin, ils peuvent éventuellement s'entendre avec Bitfinex, geler les fonds qui sont aujourd'hui loqués sur le smart contract pour émettre du DAI. Et du coup, là, tu as un dépeg du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu as 60% de la collatéralisation qui ne fonctionne plus pour le DAI. Donc, paf, du jour au lendemain, tu perds l'intégralité de ton capital. Donc voilà, après, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution idéale. Moi, j'aurais un peu de BUSD, j'aurais un peu d'USDC, un peu d'USDT, mais quand même peu, moins que les autres. J'aurais plus de DAI et j'aurais un peu de Paxos Gold. Ouais, carrément. Bah, du coup, on est un peu dans la même optique. Vous avez compris, c'est pas forcément évident. Tu as parlé du BUSD. Il y a récemment un article, alors ça, il date peut-être de décembre, j'ai vu, mais qu'à un certain moment, alors c'est peut-être plus le cas, Binance avait été en position, enfin, était collatéralisé sur le BUSD. Donc, du coup, il en manquait presque un milliard pour backer. Et du coup, mais c'est réellement, il était assuré la valeur qu'à 0,94 $ au lieu de 1 $. Et donc, du coup, il y a aussi des problèmes d'opacité par rapport aux réserves. Tu l'as évoqué sur Tether.
où il y a toujours ce doute, voilà, ce FUD sur Tether, est-ce qu'ils ont vraiment la réserve parce qu'il bat plus de 60 milliards, je sais pas quoi. C'est vrai que pour l'instant, ils ont tenu le coup, mais il y a quand même cet aspect opacité où on n'a pas encore, bon, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là parce qu'il y avait une grosse pression de la communauté, même les régulateurs, pour avoir un peu plus de transparence. Mais on n'a pas encore c'est pas transparence à 100%, donc on peut avoir quand même des surprises. Binance, voilà, on se rend compte après coup qu'il y a certains moments où c'était pas forcément collatéralisé à 100%. Donc du coup, il y a aussi ce côté-là qu'il faut avoir en compte. Et aussi, je pense que c'est une discussion qu'on fera sûrement dans le futur. Mais voir ce qu'il arrive avec les CBDC, hein, les monnaies centrales, les monnaies digitales de banque centrale qui vont arriver, qui vont aussi pouvoir être considérées comme stablecoin par certaines personnes. Mais à voir si ça aura un rôle à jouer, à voir si c'est bon. On a déjà évoqué, nous pour l'instant, surtout sur l'aspect centralisation, protection de sa vie privée, respect donné, à mon avis, il y aura des grosses choses à redire là-dessus. Mais pour l'instant, je pense qu'il y en est pareil. Et moi, ce que j'aimerais bien voir aussi éventuellement, après avoir sur les innovations au niveau des volts, donc c'est le fait de loquer dans des volts sur les smart contracts, sur des protocoles, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire en ce moment. Et je pense que ce serait intéressant de suivre ce qui se passe sur Volt. C'est des coffres où vous allez loquer un peu comme pour la collectorisation, mais il y a pas mal d'innovations qui se font où vous pouvez aller bloquer des actifs. Et même au niveau des NFT, il y a plein de choses. Enfin, NFTFi, vous pouvez aller loquer des actifs numériques dans des vaults pour aller extraire des stablecoins au départ. Et du coup, je pense qu'il y aura pas mal d'innovations qui vont se faire. Et pourquoi pas, tu vois, s'il y a quelque chose qui oblige un ratio de surcollatéralisation assez élevé, du coup, peut-être ce sera aussi intéressant de s'y intéresser, tu vois, pour le fait, parce qu'en général, les protocoles, ils peuvent descendre jusqu'à 110%, 120%, tu vois, mais tu peux descendre assez bas en collatéralisation. Du coup, c'est assez facile de te faire liquider en fonction de l'actif que tu as mis. Donc, c'est pour ça, comme DAI, pourquoi la majorité c'était stablecoin, parce que les gens, ils n'ont pas envie de se faire liquider. Du coup, ils mettent du stablecoin pour aller emprunter du DAI. Mais c'est vrai que si tu passes sur des coins beaucoup plus volatiles, à 110% de collatéralisation, il ne faut pas beaucoup pour perdre ton actif. Et du coup, peut-être au niveau du protocole, qui enforce un 200, 300, 500%, je ne sais pas, quelque chose qui soit assez conséquent au niveau de la collatéralisation, et tu ne peux pas descendre en dessous. Pourquoi pas s'y intéresser, mais dans tous les cas, je pense qu'on est pareil, c'est privilégier un panier de stablecoins différents, au moins 3-4 devises, avec du centralisé, du décentralisé, pas forcément de l'algorithmique dans l'état actuel, et rester là-dessus, quoi. Avoir un petit peu, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Ouais, et puis partir du principe que on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, qu'aujourd'hui on a des stablecoins qui ont très bien fonctionné, mais que du jour au lendemain on peut avoir des mauvaises surprises. Dans le cas là, des stablecoins algorithmiques, il y a des solutions qui semblent intéressantes, mais c'est toujours pareil, sur le papier, c'est toujours intéressant. Après, je pense qu'il faut avoir des stress tests vraiment en temps direct, voir en marché baissier comment ça se passe, si le protocole y tient, s'il a connu un ou deux marchés baissiers, c'est pas la même chose que s'il est né que sur un marché haussier, justement, parce qu'il n'aura pas été du tout stressé de la bonne manière. En bull run, peu de personnes utilisent des stablecoins, hein. La plupart des gens, ils sont que sur des actifs justement qui sont risqués en bull run, et c'est en bear market où justement on commence à se protéger et qu'on commence à aller sur les stablecoins. Donc c'est là où on voit ceux qui sont capables de perdurer et ceux sur lesquels ça va être un peu plus compliqué. Donc il faut faire attention à ça. Et je pense que le plus important quand on regarde ce qui se fait avec les stablecoins, c'est aujourd'hui, en tout cas moi, l'avenir où je vois où il y a des possibilités, c'est comme toi, tous les stablecoins qui vont fonctionner avec des smart contracts, qui vont éviter le risque de contrepartie et qui vont permettre, on va dire, une surcollatéralisation. Par contre, attention à ce que vous allez pouvoir mettre en collatéralisation, parce que même si tu prends, tu vois, un stablecoin qui va avoir, je sais pas, 400% de surcollatéralisation, c'est bien. Par contre, c'est quoi que tu vas donner en contrepartie? Si c'est typiquement, tu as parlé des NFT, attention, tu vois, en bull run, tu donnes, je sais pas, ce qu'on a vu, tu vois, avec des gens qui te vendaient des JPEG des terres rock, là, de cailloux, de crevettes ou de tout ce que tu veux, pour quelquefois des centaines de milliers d'euros, voire même des fois pour plusieurs millions pour les Ether rock. Tu as beau donner 400% de collatéralisation, si tu donnes ça au collatéral, du jour au lendemain, ça peut valoir zéro. C'est même pas que tu as une baisse progressive, c'est du jour au lendemain, ça fait le rug pull, tu n'as rien. Donc,
moi, tu vois, je ne serais pas emballé par quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si demain tu me sors un stablecoin où les seules choses que tu peux déposer en collatéral, c'est par exemple du Bitcoin ou de l'Ether, je serais plus à même d'utiliser ce protocole que si demain tu l'ouvres un peu à n'importe quoi, tu vois, des NFT où aujourd'hui, tu n'as pas de recul en fait. Tu peux te dire, par exemple, les CryptoPunks, elles commencent à avoir un certain historique, même en bear market, on a réussi à avoir un floor price en termes d'ETH qui est quand même assez conséquent aujourd'hui. Je crois qu'on est à peu près aux alentours de 80 ETH. Tu peux te dire, oui, là peut-être que ça fait partie des rares NFT qui vont réussir à passer l'épreuve du temps. Mais aujourd'hui, c'est absolument pas fait. Il n'y a aucune garantie à ça. Et tous ceux qui vont permettre, tous les protocoles qui vont permettre de déposer tout et n'importe quoi en collatéral, même si on a une surcollatéralisation, c'est aucun, enfin pour moi, il n'y a aucun gage de qualité là-dedans. Il faut faire vraiment très attention parce que le risque, il peut justement être très très présent aussi, quoi. Ouais, c'est bien de le préciser, effectivement, je pensais pas au JPEG de Caillou, je pensais même pas au CryptoPunk, à toutes ces choses-là. C'est vrai, parce que dans l'article que j'ai lu sur les volts, tout ça, c'était plus sur tout ce qui est NFT, mais basé sur la vie réelle, tokenisation d'actifs de la vie réelle, qui ont peut-être une valeur sous-jacente Voilà. qui est plus importante avec moins de volatilité. Effectivement, ouais, un protocole qui permet de mettre en collatéral des NFT de collection, là, des photos de profil ou des JPEG, où Mais il y en a effectivement, qui on le peut font. demander Hein. là. Tu as des protocoles Oui, aujourd'hui où tu peux déposer tes JPEG là et tu peux te dire tiens, je sais pas, ça vaut 100 000 balles mon JPEG, je peux emprunter 20 000 balles, je sais plus combien ils avaient un ratio de collatéralisation. Et ça permet d'apporter de la liquidité justement sur des NFT, éviter de les vendre, pouvoir extraire de la valeur là-dessus. Je trouve que c'est intéressant, tu vois, et il y a plein de choses à faire là-dessus. Par contre, attention, le risque il est extrêmement présent si aujourd'hui, les banques, par exemple, si on revient un peu plus à la vie réelle, si les banques aujourd'hui acceptent de vous prêter de l'argent pour investir, par exemple, dans l'immobilier, c'est pas pour rien. C'est justement parce que derrière, il y a quelque chose de physique, il y a quelque chose de concret, qui a de la valeur. Si demain vous vous foirez dans votre investissement immobilier, ils savent qu'ils vont être capables de récupérer de l'argent. Ils vont jamais vous prêter de l'argent pour investir dans la crypto ou sur les marchés financiers, parce que justement derrière, il n'y a aucune garantie. Et je pense qu'il faut que vous réfléchissiez un peu de cette manière-là. Derrière, c'est quoi la garantie que vous avez, quoi? Qu'est-ce qu'on vous a donné en collatéral? Si on vous a donné une bouse de vache en vous disant c'est bon, mais t'inquiète pas, il n'y en a que 12, il y a une bouse de vache verte, bleue et noire, derrière vous disant putain, c'est du foutage de gueule, quoi. Genre, il n'y a aucune garantie. Donc non, vous accepteriez pas derrière à prêter. En fait, il faut vraiment se partir du principe là. Imaginez que demain, il y a un ami à vous qui vous donne un autocollant, une photo de JPEG, et qui vous dit tiens, je te donne ça en collatéral, tu me donnes 20 000 balles et t'inquiète pas, je te les rendrai dans 3 semaines. Mec, tu vas le donner ou tu vas pas le donner? Tu vas pas le donner. Tu vas dire, mec, c'est quoi ce truc? Non, je vais pas le donner. Donc voilà, dans la vraie vie, je pense qu'il faut placer vraiment dans le contexte vraie vie, tu vois. Et se dire, est-ce que j'accepterais, est-ce que j'accepterais pas? Et souvent, dans la crypto, je trouve qu'on a tendance à se dire, ouais, mais c'est bon, les gens, les gens ne comprennent pas, c'est l'innovation, c'est des NFT. Oui, il y a de l'innovation, il y a aussi beaucoup de bullshit et je pense qu'il faut arriver à faire la part des choses, quoi. Ouais, tout à fait ça. Évidemment, pour les stablecoins décentralisés, donc oui, vigilance par rapport au collatéral, même si, comme vous avez compris, il y a des innovations et du coup, bah, on sera peut-être amené à en parler. Pour l'instant, bon, voilà, vigilance maximale. Et pour clore la vidéo, je pense que vous aurez compris aussi, tous les deux, ce qu'on envisage et ce qu'on préconise, ça serait un panier pour diversifier parce que voilà, il y en a vraiment aucun qui mérite qu'on se base à 100% sur soit centralisé, soit décentralisé, parce qu'ils ont tous leurs défauts. Donc voilà, le meilleur ou le moins pire des deux mondes, entre guillemets, c'est encore dérisquer en ayant un panier, voilà, 2, 3. Après, voilà, chacun a ses affinités aussi sur Tether. Est-ce que le pourcentage qu'on met dans ce panier-là est plus ou moins important en fonction de ce qu'on a envie de faire, de notre feeling, de ce qu'on a pu étudier. Ça dépendra, mais dans tous les cas, diversifier. Et je pense que c'est la meilleure approche pour l'instant. Et du coup, ben, on va clore cette vidéo. Je vous mets, comme d'habitude, dans la description, le lien vers la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il parle de finances personnelles, investissement et entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il publie pas mal de contenu. Je vous mets aussi mon e-book, donc c'est un guide pour bien commencer dans le domaine des crypto-monnaies, plus pour si vous êtes débutant, ça peut vous aider, donc n'hésitez pas. Et du coup, pour notre part, on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.